Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être là. Vous êtes courageux de venir à 16 h un vendredi pour parler de réactivité. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Avant de commencer, je vais vous parler de moi, donner un peu de contexte. Moi, je suis Stéphane Spasevich. Je suis développeur chez Lixi depuis plus de 3 ans maintenant. Et je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici parce que ça doit être peut-être la 7e fois que je propose un sujet pour le Brace Camp. Enfin, on m'a donné un slot, un vendredi à 16 h. Donc je suis vraiment content. Et je suis vraiment content parce que ça vient un peu clôturer tout le processus de reconversion que j'ai entamé au moment du Covid, donc en 2020. Et à ce moment, je peux me dire, je peux peut-être m'estimer comme étant un développeur. Aussi, je me présente devant vous avec humilité. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on passe un bon moment ensemble. Et puis peut-être que je vais vous donner des petites pistes à explorer. Alors pour parler de la réactivité, on va commencer déjà par la définir ensemble. Ensuite, on va dérouler un petit peu le fil de l'histoire avec les signaux en attaque et dans le camp des défenseurs, l'Empire React. On va voir comment tout ça va se dérouler au fur et à mesure de l'histoire dans les frameworks front-end. Alors la réactivité, c'est quoi? Le petit Larousse nous donne une petite définition, c'est la capacité de réagir à une intervention et une stimulation extérieure. Alors, il y a une autre définition qui m'intéresse aussi, c'est celle dans le domaine de la médecine, qui dit que c'est le délai séparant l'impulsion d'un stimulus externe et la manifestation physique qui en découle. Donc derrière ça, il y a l'idée de temps, la notion aussi de temps de réaction, et derrière, on va voir ce qui en découle, c'est la notion de performance. Alors la réactivité dans le développement, c'est quoi? La réactivité, c'est tout le processus qui induit un changement d'état. Sur React, ce sont les props ou les states du composant. Et comment ce changement va se répercuter sur notre interface. Vous avez l'exemple typique dans les spreadsheets, dans les feuilles de calcul Excel. Problématique, en JavaScript, si vous, par exemple, vous voulez calculer le total de votre panier, le price multiplié par la quantity, si vous modifiez la quantité une fois que vous avez affecté votre total, effectivement, ça ne sera pas mis à jour, ça ne sera pas réactif. Alors, comment on va essayer d'implémenter ça? Je ne vous montre pas le console log de ce premier step parce que c'est ce que je viens de vous montrer. En fait, la première étape pour implémenter la réactivité en JavaScript, ça serait typiquement de pouvoir rejouer notre calcul à volonté. Donc là, je vous montre une implémentation assez basique. On a le price qui est égal à 5, la quantité égale à 3. On va avoir une fonction record qui va s'attacher à storer les fonctions qu'on va vouloir rejouer. Une fonction replay qui va simplement jouer toutes les fonctions qu'on a enregistrées et les exécuter. Notre fonction target qui est juste la multiplication du price et de la quantité. On voit qu'on enregistre le calcul initial, on l'exécute une fois. On voit que si on affecte la valeur de price une première fois et qu'on console log, le résultat n'a pas changé. Par contre, si on rejoue, là on a cette capacité de rejoue, si on rejoue, là le total sera bien réactif. Enfin, ne sera pas réactif, mais en tout cas aura la bonne valeur. Alors ça c'est bien, mais ça suffit pas. On pourra passer sur le step 3 et on va essayer d'implémenter une classe qui va s'occuper de gérer nos dépendances. Donc on a la notion de dépendance qui arrive et notamment aussi le système de notification. On va avoir un effet global, l'active effect qu'on va aller vérifier, c'est celui qu'on va vérifier et qu'on va aller notifier derrière. Vous verrez dans le step 4. On a un constructeur qui va initialiser une liste d'abonnés. On a une méthode depend qui, si l'effet actif est toujours présent, va enregistrer l'effet actif dans notre cible. On a une méthode notify qui, pour chaque abonné, va rejouer les effets enregistrés. Donc, va refaire notre play. Donc, on va instancier cette nouvelle dépendance. On a une fonction watcher qui prend en paramètre notre calcul. Okay. On va enregistrer l'effet actif dans la dépendance totale. On va exécuter l'effet une première fois. Et en fait, après, on va cleaner. Donc là, notre console log, notre premier console log sera toujours égal à 15. La quantity, si on la modifie, là, on a la possibilité de notifier pour pouvoir rejouer nos effets. Et lorsqu'on l'exécute, effectivement, là, le total sera effectif. Je ne vous le lance pas, ça a très peu d'intérêt. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir rendre ça automatique, bien sûr. Et il y a une petite astuce JavaScript qui va nous permettre de le faire. Globalement, le code n'a pas changé seulement
toutes les propriétés qui nous intéressent, on va les englober dans un objet data. Ok, vous voyez, je pense, où je veux en venir. Et on va itérer sur toutes les propriétés de notre objet data. On va stocker la valeur initiale. On va créer une dépendance pour chaque propriété. À l'aide de l'outil object.defineProperty que JavaScript nous offre depuis 2009 et le S5, on va pouvoir modifier les getters et les setters, les comportements. On enregistre l'effet actif à partir du moment où on va aller chercher cette propriété-là. Et après, forcément, c'est un getter, on va retourner la valeur. On va modifier le comportement du setter, on va mettre à jour la valeur, bien sûr, et on va notifier tous les effets enregistrés. Notre fonction watcher n'a plus besoin d'enregistrer la dépendance. On voit qu'ici, la fonction est identique, sauf qu'on passe par l'objet data. Et je ne vais pas vous le relancer, mais je l'ai là. On voit que l'effet a été joué une première fois. On a les deux get et notre set avec la valeur à 15. Et là, une fois qu'on a modifié la quantité de 4, on voit que les deux get ont été rappelés. Donc, on a rejoué l'effet. Par contre, le set a pris la nouvelle valeur de quantity. Je l'ai refait avec price, mais vous voyez le principe. Alors, là, on a commencé à implémenter une réactivité en JavaScript. C'est une implémentation base. Il y a des milliers d'exemples sur Internet. Et un pattern qui ressemble au pattern observer, bien sûr. Mais ce que je voulais montrer, c'est ça, c'est ce schéma qui est issu de la documentation de Vue et pour expliquer la réactivité. Et là, vous voyez le gros objet data qu'on vient de créer avec les getters qui vont être collectés en tant que dépendance. Et à partir du moment où on va setter une propriété, on va le notifier. Ça passe dans l'effet global watcher qui va après notifier Vue pour rendre nos vues. Alors, il y a 3 concepts clés derrière la programmation réactive. Déjà, la détection du changement. Quand un utilisateur va cliquer, changer une valeur, quand l'état de votre application va changer lorsque vous faites un call API, il faut pouvoir le détecter. Derrière, il faut réagir de façon adaptée à ce changement, bien sûr, en changeant votre interface, en stockant une nouvelle valeur ou en effectuant des nouveaux calculs. Et enfin, il faut donner la possibilité d'avoir cette rétroaction, c'est-à-dire il faut que l'utilisateur ou le système final soit au courant qu'il y a une modification et quel en a été le résultat. Les avantages de cette programmation réactive, la diminution du risque de bug lié à un oubli de mise à jour. Si vous faites un set state en React, automatiquement, l'interface va être mise à jour. Un ordre de déclenchement des événements plus facilement gérable. Grâce à cette programmation réactive, on va bien suivre l'ordre des événements. Et enfin, ça permet la construction d'interfaces utilisateurs plus interactives, bien sûr, parce qu'avec cette réactivité-là, l'interaction est plus facilement amené. Enfin, un code plus facilement maintenable parce que les composants réactifs, en général, encapsulent leur propre comportement, leur propre logique, leur propre réaction, et c'est plus facilement développable. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est pas grave. Alors, il existe 2 courants de réactivité, les flux réactifs et les signaux fins, les 2 courants principaux. Les flux réactifs, alors ils sont basés sur des flux asynchrones et leur traitement avec opérateurs. En fait, c'est un système de transformation qui est particulièrement adapté pour modéliser la propagation du changement au fil du temps. Donc ça, c'est un exemple de l'opérateur merge de la célèbre bibliothèque RxJS. Et vous avez 2 flux asynchrones qu'on va venir merger pour en faire qu'un seul. Donc on voit, on a la notion de temps, de séquence et de modification, de transformation. L'autre, c'est les signaux fins que vous utilisez très souvent dans les feuilles de calcul Excel ou lorsque vous utilisez Vue, par exemple. Alors, les signaux fins, ils ont été développés pour résoudre les problèmes de synchronisation. Donc là, on a peu de notions de temps. Par contre, il est basé sur les signaux et il représente un peu le seul point d'entrée des données dont les changements vont être propagés dans le système. Et du coup, toutes les dépendances vont être mises à jour et produire aussi les effets dérivés, donc les calculs, typiquement. Alors, pourquoi un framework réactif ? Ça me semblait important de revenir aussi à ce qu'on faisait avant. Alors avant, moi, je n'étais pas là, j'étais sur les plateaux, alors on va dérouler un peu le fil et on va parler d'un compteur. C'est l'exemple basique, mais ça marche tout le temps. On a 2 boutons et on a un span qui va juste afficher l'état du compteur. Alors on va voir avec le script que on va aller getter nos éléments du DOM. On a une fonction display qui va effectuer la mise à jour du inner text du result container. On doit afficher une première fois. Et enfin, on va ajouter des listeners sur nos boutons.
on va donner une nouvelle valeur à compteur, et derrière, on va devoir afficher manuellement, on va demander à réafficher cette nouvelle valeur. La même chose en vue, bon, c'est un boilerplate, mais on voit bien qu'en 14 lignes, on fait exactement la même chose. On déclare une première primitive réactive, la ref à 0, qu'on va binder à notre template, et quand on va simplement cliquer, la valeur va être automatiquement mise à jour. Donc on voit bien l'intérêt quand même des frameworks réactifs. On a tendance un peu à l'oublier, mais sur les grosses applications, c'est quand même évident. Je suis désolé, il faut que je boive un coup. Ça va, je vous ennuie pas trop? Je ne personne là. Je suis un peu en retard. Ça va être très condensé, ça va aller très vite, je suis désolé. On commence en 2010, on va avoir un peu Angular et Knockout. Après, on va passer sur React. On va parler de Vue. On va parler un tout petit peu de Redux et Mobix. Le renouveau d'Angular et Svelte, bien sûr. Les hooks avec React V17, Vue 3 et enfin Solid.js. Tout ça en 10 minutes. Et avant de parler des frameworks front-end un peu modernes, avant on utilisait jQuery. Donc c'était pour vous remontrer un peu ce qu'on utilisait. Bon, moi j'en ai pas fait, mais ça me semble pas si... j'allais le dire, non, je vais pas le dire. Ça me semble pas trop pourri en fait. Sauf que le seul truc qu'il faut mettre en exergue, c'est qu'on a une fonction pour mettre à jour manuellement l'affichage du compteur. Donc on ne peut pas dire vraiment que c'est un framework réactif, mais ça va changer en 2010 avec l'arrivée d'AngularJS. Alors l'AngularJS, qu'est-ce que ça a apporté? Eh bien, pour la première fois, on a un framework réactif. Parce qu'on n'a pas de fonction pour mettre à jour notre compteur. Alors comment ça se passe? Comment la réactivité se met en place dans AngularJS? Alors rapidement, on va avoir des watchers, c'est ni plus ni moins qu'un système de binding entre votre modèle et votre vue. Donc on va avoir de multiples watchers qui vont vérifier les valeurs. On va avoir un digest loop qui, à chaque moment, à chaque détection d'événements asynchrones, va aller vérifier l'état de ces watchers. Et avec le dirty checking, on va essayer de savoir si la valeur a changé. Si la valeur a changé, eh ben, on va aller modifier le node DOM. On a un nouveau concept qui est arrivé, enfin un nouveau concept, on a le concept en tout cas été bien mis en place et qui va causer quelques problèmes, c'est le modèle ViewModel et modèle View. Donc on va avoir cette bidirectionnalité dans le data binding, on y reviendra juste après. Et des petits problèmes de performance, dès que vous aviez de nombreux watchers et un digest loop qui revenait très souvent. Le problème d'AngularJS, c'est qu'il ne sait pas à quel moment la détection doit se passer. Donc la détection, elle arrivait à chaque moment asynchrone et à chaque clic, à chaque événement utilisateur. Du coup, ça se produisait beaucoup trop souvent. Autre framework sur lequel je voulais revenir et qui est important sur le fil de l'histoire de la réactivité, c'est Knockout qui arrive en 2010. Et ce qui est intéressant avec Knockout, c'est qu'il avait pour une première fois une espèce de fonction dérivée, le pure computed, qui dépendait de ces deux premiers observables, de ces deux premiers signaux, le first name et le last name. Et lui, il enregistrait automatiquement ses dépendances, et dès que ces dépendances étaient modifiées, le full name était lui aussi modifié. Voilà, il n'y avait pas de tableau de dépendance. Alors ces deux frameworks-là, ils ont amené quelque chose de nouveau, le data binding. C'est l'idée derrière laquelle un état doit être attaché à une partie spécifique du DOM. Et ils avaient quelques problèmes, ces frameworks-là, notamment en termes de performance. Et les fameuses tempêtes de mise à jour, dues à quoi? Dues à cette fameuse bidirectionnalité du data binding. En fait, le DOM pouvait mettre à jour votre état et inversement, l'état pouvait mettre à jour le DOM, ce qui crée des petites tempêtes de mise à jour. Pour ceux qui ont fait un peu d'AngularJS, je pense que ça doit dire quelque chose. Mais React est venu pour nous sauver. React est venu pour nous sauver. Qu'est-ce que ça va changer dans la réactivité? Premièrement, on a un set state. Et le set state, c'est quoi? C'est ni plus ni moins le savoir à quel moment la détection doit avoir lieu. À partir du moment où on fait un set state, on va aller checker ce qui a changé. On va essayer de cloisonner cette réactivité, plus de bidirectionnalité. On va essayer un flow unidirectionnel de parents vers enfants, ça c'est important, on y reviendra. Enfin, comme AngularJS, on considère que React a une réactivité à gros grains, ça veut dire derrière qu'un changement va entraîner de gros calculs JavaScript derrière. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Le JSX, quand même plutôt pas mal. Et la composition, une architecture basée sur les composants.
Et si Einstein disait tout est relatif, Freud tout est sexuel, et bien pour React tout est composant. Ça a amené quand même pas mal de choses. Hein. On va réussir à encapsuler nos comportements, notre état, notre style, notre logique, et ça a permis de développer bien plus vite. Hein. On comprend pourquoi React s'est vite imposé dans les frameworks modernes. Alors on ne pouvait pas passer à côté du Virtual DOM. C'est pas la plus grosse innovation apportée par React, à mon sens, mais c'est important de revenir à la raison pour laquelle, parce qu'au début, ils n'avaient pas prévu de le créer vraiment, le Virtual DOM. En fait, vu que dans React, tout est composant, et que chaque composant va être affecté à des nœuds DOM, eh ben, vous pouvez composer et avoir une arborescence très grande dans votre composition de composants, et ça entraîne forcément de multiples nœuds à re-rendre, okay, des nœuds directement sur le DOM. Et on sait que la modification de nœud DOM, ça coûte beaucoup de calculs. C'est hyper complexe. Hein. Il faut aller chercher la valeur du nœud. Il faut aller checker si le CSS du parent de l'enfant a été modifié. Il faut reparcourir l'arborescence et repeindre tout l'écran. Bref, c'est très coûteux. Et React, avec cette notion de tout composant, il ne pouvait pas le faire sur des arborescences très élevées. Ça coûtait beaucoup trop en performance. Alors, ils ont inventé le Virtual DOM qui permet, avec cette copie légère du DOM, une manipulation plutôt rapide. Alors, comment ça marche? On a une étape de réconciliation. À partir du moment où vous faites un set state, bien sûr, vous allez avoir une nouvelle branche du Virtual DOM qui va être créée. Donc, on a la Virtual DOM ancien et le nouveau. On va les comparer avec l'algorithme de diffing, hein, c'est la diff. Cet algorithme de diffing, comment il marche? Il va aller checker votre nœud DOM, il va aller vérifier si la propriété et le type du nœud DOM a été modifié. Si ce n'est pas le cas, il va passer au nœud enfant. Si la propriété a changé mais pas le type, il change juste la propriété et il redessine les enfants derrière. Et si la propriété et le type a changé, là il change directement le nœud et il re-rend tous les nœuds enfants derrière. Alors je voulais vous montrer un petit exemple ici du compteur. Exemple classique. Alors, on a un gros wrapper qui porte l'état, le compteur, là. On a un petit composant incrémentor qui va venir juste incrémenter. On a un wrapper et le petit display qui va juste afficher l'état, le résultat de notre compteur. Et quand je vais cliquer sur notre incrémentor, on voit bien que tous les composants enfants sont re-rendus. Et ça, c'est un coût en termes de performance, bien sûr, hein, on le sait. On va avoir d'autres outils qui vont arriver, hein, notamment la mémorisation pour pouvoir corriger ça. Mais en l'état actuel, on voit bien que le Virtual DOM, en termes de performance, il y a déjà des questions qui vont se poser. Je suis là. Alors, on l'a vu, il y a eu un petit souci aussi au début de React. En fait, c'est une librairie, hein, c'est pas dogmatique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en général, quand les développeurs, ils savent pas trop, ils sont pas trop guidés, ils ont tendance à refaire ce qu'ils connaissent. Donc, on a eu tendance à refaire le pattern MVC, le modèle MVC dans React. Et ce sont les équipes de React eux-mêmes qui se sont rendus compte que ce modèle-là, il n'était pas du tout adapté à React. Ça a créé pas mal de problèmes. Ils ont eu un bug à répétition à cause de ça. Et donc, ils ont poussé le pattern flux, je sais pas trop comment on dit. Et l'incarnation parfaite de ce pattern-là, bien sûr, c'était Redux. Qu'est-ce que le pattern flux? Derrière, c'est une seule source de vérité, un seul store, un principe d'immutabilité, on ne va pas changer directement notre état, et on va traiter nos données à l'aide de fonctions pures. Qu'est-ce qu'on va faire en fait en termes de réactivité? On va la cloisonner un peu, on va essayer de la maîtriser, on va gagner en prédictibilité, bien sûr. Et voilà, tout simplement. À la même époque, c'est ce qui est important aussi de redire, c'est qu'à la même époque, on avait Mobix qui sortait pour gérer à peu près les mêmes problèmes, sauf qu'il prenait le courant inverse, celui des signaux, qui était plus performant que Redux, hein, parce qu'on savait que Redux à cette époque-là, donc là on est à l'époque 2015, il y a beaucoup de boilerplate. Moi j'en ai fait un peu en l'occurrence quand j'ai commencé au tout début. Je vois que c'était vraiment très très lourd. Et Mobix a pris le sens inverse, mais React, dans ce paradigme du flux unidirectionnel, ça correspondait bien plus à leur paradigme de base. Donc ils ont poussé un peu plus Redux. Alors React, l'empire éternel. Est-ce que les React... Je vais reboire encore, je suis désolé. Je vous endors pas?
J'ai gardé ma fille cadette hier qui est malade. Si je veux pas recourir aux toilettes, vous m'en voudrez pas, je reviendrai très vite. Alors, est-ce que l'Empire est éternel? Eh ben, on va se rendre compte quand même qu'avec React, quand on va avoir des applications de grande envergure, on va avoir pas mal de problèmes de performance, des rendus dans nos composants, donc des performances en retrait, un cadre imprécis. Au début, on utilisait beaucoup d'outils, des bibliothèques qui n'étaient pas mises à jour, qu'on avait des problèmes très rapidement quand les applications avaient 2-3 ans. Un outillage de base qui était assez pauvre, vous prenez ces petites bibliothèques, et une concurrence plus féroce qui va arriver. Hello there. Je le fais bien, quoi. Je bosse pour des Australiens, donc j'ai un accent anglais plutôt pas mal. Pardon. Vue arrive, le meilleur apprenti. Vue arrive avec une réactivité plus fine que React de base. Et il va se baser sur le fameux Object Defined Property, ce qu'on a essayé d'implémenter tout à l'heure. Globalement, c'est ça. C'est comme ça que Vue travaille et fait sa réactivité. En gros, Vue va suivre toutes ces primitives réactives et construire un arbre de dépendance. Et dès qu'une de ces primitives va être modifiée, CT, avec ce fameux Object.Defined Property, on va pouvoir changer uniquement la partie de l'interface qui nous intéresse, au niveau composant. On va le voir tout de suite. Une courbe d'apprentissage hyper rapide. Si vous avez fait du Vue, vous comprenez tout de suite comment ça marche. C'est pas trop compliqué. Léger et rapide, et utilise le DOM virtuel, tout comme React, un peu plus optimisé, mais globalement, le fonctionnement est identique. Donc, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Alors, à votre avis, c'est pas du tout là. La même chose en Vue, ça donne quoi? Si je clique sur mon incrément, Vue, on comprend tout de suite pourquoi déjà la réactivité est un peu plus fine. Il a compris qu'incrémentor, il s'en fiche un peu de l'état. Lui, il va juste envoyer cet événement-là pour modifier la valeur. Et tous les composants, eux, qui ont besoin de cette valeur-là, vont hériter de celle-ci. Alors, en bas, on a le petit provide inject. Je vous montre pas le code, c'est pas intéressant, on s'en fiche. Au final, c'est pas compliqué. On a, à partir de la version 2.7, et l'amorce de la composition de l'API, la possibilité d'injecter directement nos primitives réactives. Et là, c'est ce qu'ils ont implémenté. Et on voit que c'est seulement notre composant qui a besoin de cette primitive-là qui est mise à jour. Donc effectivement, derrière, en termes de performance, bien sûr, ça va être de bien meilleures performances. Et non, je suis pas là. On remonte le fil de l'histoire, 2016, et je suis très en retard. RxJS, l'incarnation même de la programmation réactive, beaucoup de liberté et aussi beaucoup de devoirs en tant que développeur. La courbe d'apprentissage, elle n'est pas facile. Moi, j'ai commencé chez Lixi en faisant du RxJS. Il fallait s'y mettre quand même. Une architecture modulaire, c'est le vaisseau amiral. C'est quand même fait pour les grosses applications, on va pas se le cacher. Formulaire réactif, moi j'adore travailler avec RxJS, notamment pour gérer des formulaires assez compliqués. On va ici travailler sur le DOM réel, pas de virtual DOM. Et en réalité, à partir de la version 8, on va avoir une version incrémentale, ce qu'ils appellent l'incremental DOM avec le moteur Ivy, qui va permettre de découper un peu mieux le DOM et pas avoir à parcourir toute l'arborescence. Donc un petit gain en termes de performance, bien sûr, derrière. Et enfin, comment la réactivité fonctionne? Angular, comme AngularJS, ne sait pas à quel moment il doit effectuer sa détection de changement. Donc ça, c'est un problème. Donc il s'appuie sur la fameuse bibliothèque Zone.js. Pour ceux qui font de l'Angular, ils sont au courant, ça pose quelques soucis. Zone.js va juste créer une fenêtre de contexte de votre composant et il va écouter tout ce qui se passe dedans pour aller essayer de détecter ce qui a changé, tout simplement. Alors à noter aussi pour l'histoire de la réactivité, c'est que Angular de base, en 2016, vous donne la possibilité de pouvoir modifier ce changement de détection. Alors vous avez la version un peu React où tout va être réactif, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Mais ça va avoir un coût en termes de performance, bien sûr, et vous avez la possibilité de le faire à la détection on-push, où là, la détection va se déclencher seulement si vos observables vont être modifiés ou si vous avez des inputs différents. Et ça va vous donner de meilleures perfs, bien sûr, mais par contre, un devoir encore plus grand en tant que développeur, parce que vous pouvez perdre cette réactivité-là. Et c'est là où un peu je vais en venir avec cette conférence-là, c'est que cette détection de changement, cette réactivité-là, il va y avoir deux colonnes qui vont se créer,
et c'est pas sans conséquence pour le développeur. En 2016, la revanche des compilateurs, Svelte arrive. Alors là, la réactivité, elle n'est pas au moment de l'exécution, il n'y a pas de runtime, elle va être simulée, elle va être calculée par le compilateur, mais ça apporte quoi, Svelte? Une simplicité, parce qu'on va se dégager des limitations syntaxiques de JavaScript, il y en a quelques-unes, c'est très léger, et je suis très très en retard, donc on va passer à autre chose. Ici, si je vais l'incrémentor, on voit que les composants ne sont pas re-rendus. Okay, pourquoi? Parce que Svelte, ici, il va juste aller checker le let count, s'il a été modifié, et que va faire le compilateur? Il va juste aller l'écouter, générer du code, ici, pour pouvoir l'updater, et derrière, il va invalider cette propriété et la mettre à jour, directement le DOM. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt que je vous montre ça, c'était juste pour vous montrer en fait que le code sorti du compilateur, qui est directement interprétable par votre navigateur, il est quand même facilement compréhensible. Je vois si vous voyez un petit peu comme ça. Vite fait quoi. Il y a un petit problème aussi avec Svelte, c'est qu'on avait deux manières d'activer notre réactivité. C'était dans les points Svelte et dans les points TS, et ça a créé beaucoup de confusion chez les développeurs. On le verra juste après. 2019, petit bilan, je vais aller très vite. React commence à se poser des questions, les signaux sont en marche, et je vous montre je vous fais une petite... je me suis amusé avant-hier soir, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si ça a marché. Quitte à perdre du temps. C'est vendredi. Ça, je peux boire. Et puis ça dure 2 heures, le générique en plus, c'est ça qui est trop bien. Et vu que je suis pas pressé, c'est nickel, on va prendre le temps. On est bien, c'est vendredi. Ça rendait mieux chez moi avant-hier soir. Je trouvais que c'était... En vrai, je trouvais que c'était une super idée. Je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. Faut se faire plaisir, hein. Ouais, hein. J'ai attendu, hein, donc là, je prends mon temps. Problème de performance. Et on va le voir, il y a un fameux site que j'utilise très souvent, moi, pour benchmarker un peu les frameworks front-end sur le site de Crossest, là. Et on peut voir, là, avant que... Bon, la 16.8, hein, bien sûr, c'est la version des hooks. Mais on peut voir que sans les hooks, il est devancé déjà par Angular avec le moteur Ivy. Donc c'est un petit problème de performance. Alors, si je vous explique quand même, parce que c'est des opérations DOM sur des tableaux, donc vous faites jamais 10 000 créations de lignes, hein, mais c'est pour montrer justement cette histoire de réactivité et de performance. Et donc on voit que Angular est devant React, avec les hooks et la mémorisation, on va réussir à améliorer ces performances-là. Et on voit que Svelte est largement devant, tout comme Pu. Non, il n'y a plus d'autres vidéos, je vous rassure. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de ce GIF qui dit que vous pouvez facilement manquer des mises à jour ou faire plus de mises à jour que nécessaire. Et qu'est-ce qu'a fait React avec les hooks? La possibilité de faire les deux. C'est incroyable. Donc on vient dans le cœur du problème, encore une fois. Là, je pense que React s'est un peu détourné de son pattern. Alors c'est très bien les hooks, les composants par classe, j'en ai fait un peu, c'était relou. Ça va quand même simplifier la gestion de cycle de vie du composant et aussi l'état, les contextes, c'est trop bien, super. Mais la question de la mémorisation, pour moi, c'est quand même un vrai problème et ça change un peu le paradigme de pensée de React. Et on va y revenir juste après avec cette petite slide.
On voit comment gérer la mémorisation de Knockout et les fonctions, les calculs dérivés avec le Pure Computed et ce que faisait Ook en 2018, 2019 et encore maintenant en 2024, avant que le compiler arrive. Et ben on voit que Knockout, au moins, il savait gérer ses dépendances tout seul. Hein. Il n'y avait pas de tableau de dépendance. Donc quand même triste qu'en 2024, React soit pas capable de le faire. Et encore une fois, la vision de React, c'était quand même d'avoir un flux de contrôle, hein, que ce soit complètement déclaratif, que vous pouvez changer votre état de façon déclarative. Et moi, je vois pas pourquoi, à ce moment-là, on a des petits gadgets qui vont essayer de pallier cette histoire de performance. Donc moi, je pense que l'histoire retiendra avec les compilateurs quand on va enlever ces histoires-là, que c'était une petite erreur. Vue 3 arrive juste après, en 2020. Qu'est-ce que ça va changer, Vue 3 rapidement? La composition API, meilleure modularité, un bundle très léger. On va changer la réactivité, c'est plus l'object.define property, mais les nouveaux proxy JavaScript qui sont bien plus performants sur la gestion des tableaux et notamment les objets imbriqués. Et enfin, le Vapor Mode, ils veulent se passer du Virtual DOM. Le problème du Virtual DOM, c'est que vous recréez toute votre arborescence et il y a des nœuds que vous recréez qui sont pas concernés par le changement. Okay, donc ils veulent se passer de ce Virtual DOM et se rapprocher de SolidJS, qui est arrivé en 2021. C'est lui qui a un peu lancé la hype des signaux. Qu'est-ce que c'est? Quel est le paradigme derrière SolidJS? Eh ben, l'état est indépendant des composants. Donc on va voir qu'il va y avoir une petite bataille avec React, et on va le voir juste après. Mais globalement, dans la syntaxe, ça reste très semblable à React. On a du JSX. Et là, pour le coup, on a une granularité très fine. Hein, on va aller modifier directement notre inner text comme on le faisait avec jQuery. Et ça nous donne des performances proches de Vanilla.js, bien sûr. Enfin, bien sûr, on va le voir. Donc, quand on modifie une valeur du DOM, eh ben, on écoute et on change uniquement le inner text, c'est ce que je dis. Donc là, ça change de tous les schémas qu'on a vus sur les différents frameworks. Et il y a le petit test pour le prouver. Là, décidément, vraiment, je rejoue la vidéo. SolidJS, si j'appuie sur mon incrémentor, eh ben, le composant ne se re-rend pas. Je sais pas si ça se dit. On va aller traverser le composant, on va aller juste modifier la valeur de notre span. Donc là, forcément, en termes de réactivité et de performance, derrière, la détection va se faire automatiquement. On va traverser l'arbre des composants, on va directement mettre à jour le nœud DOM. Alors, quand on dit que l'état est indépendant des composants, vous pouvez très bien déclarer un état à l'extérieur de votre fonction, de votre composant, et vous le rendrez global de cette manière-là, ou vous le mettez en interne. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec React, vous êtes obligé de faire dans les hooks ou dans vos composants. Donc, plus de flexibilité à ce niveau-là. Et là, on arrive sur ce que je voulais dire. Au final, non, j'ai encore des trucs à dire. C'est la guerre du modèle de pensée. C'est-à-dire que soit vous avez un flux de contrôle à la React, et vous allez tout React, de toute manière, tout va être réactif. Donc, vous avez juste à prendre votre flux de contrôle et de modifier de manière déclarative vos données. À l'inverse, Solid, c'est un flux de données. Donc là, vous allez devoir être plus vigilant en termes de développeur parce que vous avez la possibilité de perdre cette réactivité-là. Donc soit vous allez être très performant et vous avez la possibilité de perdre cette réactivité-là, ou soit à l'inverse, vous êtes sûr de la réactivité, mais les performances sont plus coûteuses. Alors ça, c'est une discussion ici d'un tweet, d'une discussion entre Dan Abramov et Ryan Caragnato, l'inventeur de SolidJS. Et ils discutaient justement de la réactivité sur React et SolidJS. Et on voit que la version à gauche, qui est hyper déclarative, et on voit ce flux de contrôle où on va modifier directement les props, ça va directement se refléter sur votre interface. Et ça, c'est pas possible en SolidJS. C'est pas possible. Parce que l'état est indépendant de vos composants. Alors, c'est un exemple grossier, parce que bien sûr votre linter, il va vous prévenir, il va vous dire que c'est pas possible. Mais ce flux-là, il ne fonctionne pas comme React. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas complètement cloisonné aussi
Avec Solid.js, vous allez pouvoir avoir le même comportement que React et inversement hein, avec ces artifices, avec les fameux useMemo et avec Solid.js en mémorisant tous vos composants, vous pouvez avoir ce même comportement. Mais ce que vous voulez venir, bah non, je vais arrêter là. Non, je vais arrêter là, c'était plus simple. De toute façon, je vais y repasser tout à l'heure. Alors Solid.js a amené les signaux. Alors on va pouvoir définir ce qu'est les signaux. Enfin, alors, c'est pas nouveau, hein, les signaux, on les utilisait déjà avec Vue, hein, mais même avant. Hein, mais là, c'est revenu au devant de la scène. Donc, c'est une unité de données réactive qui va permettre une mise à jour dynamique, une réactivité fine, parce qu'on va aller juste changer notre nœud DOM, une interaction forcément du DOM efficace, rapide par défaut, bah, ça on l'a vu. Ils ont eu des petits problèmes sur les suivis de dépendance, mais maintenant c'est bien plus performant. Et on ne va pas aller vérifier et recalculer les valeurs si les dépendances n'ont pas changé. Hein, si la primitive n'est pas changée, les fonctions dérivées ne vont pas être calculées. Et à droite, vous avez l'implémentation des signaux par Solid.js, qui ressemble globalement à ce qu'on a fait au tout début. Hein. C'est à peu près la même implémentation. Et en 2024, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit quelque chose d'intéressant pour la fédération des utilisateurs des signaux. Svelte et les runs en 2024. Qu'est-ce qui s'est produit? Les runs, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les signaux. En fait, Vue va adopter les signaux. Il va avoir un nouveau runtime hein, pour détecter, pour exécuter cette réactivité qui sera donc au moment de l'exécution. Alors, ça n'a pas été sans conséquence. Il y a eu beaucoup de controverses, notamment sur la syntaxe qu'on a été obligé de modifier. La syntaxe de Svelte 4, elle était hyper intéressante, hyper simple, mais ça a créé quand même quelques problèmes notamment sur la notion de réactivité, parce qu'on ne savait pas typiquement que John pouvait être réactif, en ce cas-là. Et dans Svelte 5, en fait, ils ont bien essayé de garder cette syntaxe-là. Mais du fait de la double écriture qu'on avait en Svelte 4, entre les points Svelte et les points TS, ils ont été obligés de faire une syntaxe différente, pour pouvoir unir ces deux modes de pensée. Donc maintenant, on n'a qu'une seule écriture, c'est quand même bien mieux. Et cette écriture-là va permettre aussi d'améliorer le compilateur en termes de performance en utilisant les signaux, qui va pouvoir ajuster un peu plus cette finesse de réactivité. Angular vers l'infini. Alors c'est intéressant parce qu'Angular, c'est vraiment le framework, je pense, qui s'est le mieux adapté à ces problèmes de réactivité et de performance. On l'avait vu avec AngularJS, on l'a mis à la poubelle, on est repassé sur Angular. Et là, ce qui se produit depuis peu avec Angular, c'est quand même hyper intéressant. Déjà, on a eu depuis peu les standalone pour éviter de déclarer tous nos composants dans les modules. Ça, c'était quand même une bonne avancée. On va essayer de rendre nos composants plus comment dire, je sais même pas comment dire, plus facilement transposables dans d'autres modèles, en tout cas plus facilement réutilisables. Alors l'apparition des hooks aussi, parce que le système d'injection, on l'a changé, il est devenu bien plus simple avec les tokens d'injection. On va pouvoir créer des semblants de hooks. Je pense notamment à l'équivalent du useParam, qu'on peut maintenant un peu plus facilement faire, même s'il y a des petites limitations quand même. Notamment sur il faut quand même déclarer l'injection. Enfin, on a les signaux, l'arrivée des signaux, pour essayer de gagner justement cette réactivité fine, pour avoir de meilleures performances. Ce qui a impliqué derrière aussi le changement de la syntaxe avec le control flow qui va permettre de bien découper nos templates. Et on va voir que ça a aussi une incidence sur la réactivité. Mais enfin, ce qui est projeté, c'est le zoneless. C'est-à-dire qu'on va arrêter de détecter à tout va. Maintenant, avec les signaux, on va essayer vraiment de contrôler cette réactivité-là de manière plus fine. 16 minutes, mais en fait, je crois que je suis large. En fait, j'ai passé trop de trucs parce que je croyais... Mais en fait, non, je suis bien, c'est nickel. Alors, et les signaux, ça va donner quoi? On voit le schéma de tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir aller chercher notre composant. À la manière de vue, on va rafraîchir que notre composant. On va mettre à jour que nos composants. Et ça va même au-delà de ça, parce qu'avec le control flow, chaque vue, chaque template dans votre vue, justement, est une vue à part entière. Du coup, si vous avez un if-else, il va re-rendre que votre bloc if. Et si vous avez un tableau, il va re-rendre que votre ligne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, on l'a vu, les signaux sont partout maintenant.
On les a quasiment dans tous les frameworks. Le problème, c'est que chaque framework a sa propre implémentation, son propre suivi de dépendance, et ça crée des soucis d'utilisation inter-framework. Est-ce qu'on veut, avec cette TC39 proposal, donc c'est le comité technique de JavaScript qui fait cette proposition-là, c'est d'avoir les signaux de base dans JavaScript. Alors l'idée derrière ça, c'est d'avoir cette interopérabilité, d'avoir les mêmes signaux partout, et du coup de base, pouvoir gérer ça en JavaScript. Alors c'est pas anodin parce que dans cette proposition-là, on a de nombreux frameworks qui ont joué. Il y a Svelte, Angular, Vue, RxJS, Qwik, Preact. Voilà, c'est pas anodin le nombre de contributeurs sur cette proposition-là. Donc ça me semble intéressant de le noter. Alors on va retrouver globalement dans l'implémentation, ça ressemble fortement à ce que les signaux comment ils sont implémentés entre Vue et Solid. C'est un petit peu un mixte. Dans cette proposition-là, il y a un petit article qui est intéressant, et notamment ça va dépendre de l'implémentation de templating natif dans HTML. Mais derrière, l'idée c'est qu'on pourrait avoir une primitive réactive en HTML, et derrière utiliser l'API DOM pour aller directement attribuer un signal. Donc ça c'est quand même hyper intéressant, c'est dans la proposition. En défense, React contre-attaque. Une 14e fois. Alors, c'est quoi le React Compiler ? Eh ben, React Compiler, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins le fait de retirer les gadgets qu'on a donnés aux développeurs. Les React Memo, les Use Memo, les Use Callback, tout ça, c'est le compilateur qui va vous le rendre, qui va vous le faire pour vous-même. Donc ça, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, effectivement, ça va nous donner un bundle bien plus grand. Donc on va essayer de maintenir le même temps de démarrage. Ça, ils ont à peu près réussi à le faire. Spoiler. Ils vont conserver le modèle de programmation, je dirais même plus, c'est-à-dire que là, on revient au fondement de React, sur ce flux de contrôle. On ne va pas se polluer avec ces gadgets-là. C'est de la performance, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est gérer mon flux et le contrôler. Enfin, être suffisamment prévisible et compréhensible, on va le voir, on va avoir le temps de le montrer. Le compilateur React, il est censé être compréhensible par un humain lambda. On va voir si ça marche. Et enfin, compatible avec les codes legacy, bien sûr, parce que React, c'est quand même un peu de monde derrière. On ne fait pas n'importe quoi. Je vais vous le montrer. Non, c'est pas là. Et on voit ici que le double count, c'est une fonction dérivée de count. Donc là, on aurait envie de faire un petit use memo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je peux zoomer. Bien, je suis passé sur Mac et là j'ai repris le PC. Et du coup, alors les raccourcis, je ne vous raconte pas. Là, c'est mieux ? Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais tout ce que je dis, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est bien. Mais on voit quand même que le JavaScript de sortie, il est compréhensible et on voit surtout que React lui-même va mettre le fameux React Memo. Donc nous, on n'est pas pollué par ça. Okay ? Donc ça, c'est quand même un grand pas en avant. On peut React, on va plus polluer avec ce genre de choses. Et derrière, les problèmes de performance vont être améliorés parce que bien souvent, la mémorisation, les développeurs, ils avaient du mal à bien la faire. Enfin, je ne sais pas si vous êtes arrivé sur des projets où vous avez des use effects et des use callback avec 14 000 dépendances. Ça crée souvent des soucis. Pour le use effect, vous allez le garder, mais pas pour la mémorisation en tout cas. Et alors, en avant-première, non, même pas, c'est après l'avant-première. Là, c'est le classement des performances en 2024. Et pour les mêmes opérations. Et on voit que React, là, il est vraiment bon dernier sur ces changements de tableau, sur les gros changements de DOM, il est vraiment à la peine. On voit qu'Angular, en V18, il rattrape même son retard sur Vue. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous ai pas mis le vapor mode de Vue qui est en preview. Globalement, les perfs sont pas encore foufou. Apparemment, je pense qu'ils ont du mal à se passer du Virtual DOM. Je sais pas pourquoi. Svelte se rapproche de SolidJS. Je vous ai pas mis les stats de SolidJS quand il est sorti, mais il explosait vraiment tout. Mais là, Svelte avec les signaux et les runes, c'est plutôt fort. Penalty, raté.
Ah, je vous ai dit, moi je suis là pour prendre du plaisir, en plus j'ai le temps, alors là... Là, c'est le score de... Alors, c'est un tweet de Ryan Carniato, donc c'est un peu opinionated, hein, parce que c'est le créateur de SolidJS, mais il a donné en preview les scores de performance du React Compiler il y a un mois, et en disant, le React Compiler, c'est la colonne du milieu, et vous voyez que on a même perdu en performance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche. Encore une fois, React, tout est réactif, donc on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est... De base, vous pouviez tout à fait vous passer de useMemo. Hein. Ça marchait, la réactivité marchait toujours. Donc c'est pas grave. Là, juste, on n'a pas besoin de se polluer avec ça. Du coup, les développeurs vont pas en mettre partout, sans savoir ce qu'ils font. Question finale, 9 minutes, je suis large. Du coup, je ne sais même plus savoir quoi dire. Le point final. On voit que c'est plus... c'est pas aussi manichéen que Star Wars, hein, c'est pas aussi cloisonné. Il y a un mixte qui va arriver. Alors vous avez déjà, on a vu le premier camp, la granularité fine avec les signaux, où vous allez vraiment modifier le nodum qui vous intéresse, avec des performances à la clé supérieures, mais un devoir, une responsabilité supplémentaire de la part du développeur. Il va falloir changer votre manière de développer, ce ne sera pas aussi simple et déclaratif que React. Et d'un autre côté, React, réactif, quoi qu'il en coûte. Ça marche tout le temps, mais les performances, ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. Encore une fois, je ne vous apprends rien, on choisit les bons outils pour les bons besoins. Hein. Moi, pour conclure, 8 minutes, ça va. Pour conclure, on voit souvent apparaître, on voit en ce moment apparaître beaucoup je ne sais pas si vous avez entendu parler du framework Castro, ou avec ces îles de réactivité, où vous pouvez avoir une partie en SSR, une autre partie en SSG. Et moi, je pense que le modèle hybride, c'est quand même ce vers quoi on se dirige. Peut-être même qu'un jour React pourra adopter les signaux. Alors c'est déjà possible, hein. D'ailleurs vous pouvez utiliser la librairie des signaux de pré-React, où vous pouvez faire l'équivalent de cette finesse de réactivité et de granularité en utilisant les atomes de Jotai. Ça marche bien. Mais ce modèle hybride, vers quoi je pense qu'on va attendre, c'est d'avoir, pourquoi pas, dans notre framework, une partie en SSR, une partie en SSG, une partie en Angular pour gérer les formulaires. Avec JS, ça marche super bien, pourquoi pas. Et pourquoi pas, vous avez une partie de votre application où il y a de l'animation, où là, il faut vraiment de la performance. Vous pourrez utiliser SolidJS. Et avec la standardisation des signaux, tout ça pourra communiquer. Dans le meilleur des mondes. Voilà. Alors, je tiens à dire, je vous mets un peu de contexte quand même, parce que j'avais le mode présentateur où j'avais tous mes textes, et à force de lire, je mettais 1h30, donc j'ai diminué plein de slides, j'ai enlevé plein de trucs. Et puis je me suis dit, j'ai l'impression que personne n'est en mode présentateur. Tout le monde fait la duplication d'écran. Je dis, je vais me passer de mes notes, et puis on va le faire comme ça, on verra bien. Et en fait, même en faisant ça, j'étais à 58, 59 minutes. Je me dis, ça va être chaud. Et puis en fait, je suis large. Incroyable. Note pour vous, pour plus tard. Hein. Au bout de la 10e proposition, quand vous serez sélectionné, voilà. Avec le stress, peut-être que vous allez parler plus vite. J'ai pas vomi, je suis content. Merci. J'ai pas prévu de répondre aux questions, mais allez-y, je répondrai à ce que je peux. 3 ans d'expérience. Je suis pas le meilleur, loin de là. Petit aparté, j'en profite, je vous tiens. C'est vachement dur. Quand moi j'ai fait 12 ans de régisseur lumière, pupitreur lumière chez Canal+, et j'étais arrivé au bout de 12 ans à une maîtrise de mon métier. J'aurais très bien pu faire une conférence sur mon métier. Même sans me préparer, je pense que j'aurais pu vous maintenir 1 heure, éveillé. Et c'est très dur de perdre cette maîtrise et de revenir en tant que débutant. Et donc, pour tous ceux qui sont... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est issu de la reconversion, qui a fait une reconversion. Ouais.
Bah bravo. De toute façon, bravo parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je dis pas ça pour moi, mais non, c'est vraiment compliqué de perdre cette maîtrise, de repartir à zéro et de se dire, bah ouais, je suis nul, on y va, il faut prendre le bleu de chauffe et on va travailler et on apprend autre chose. Mais c'est hyper intéressant. Super intéressant. Bah, je veux bien répondre à des questions si je peux. Sinon, on part en week-end, hein, c'est bien aussi. Hein. Merci beaucoup pour la presse, c'était super. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais en regardant toute la presse, je me demande pourquoi ça a mis si longtemps pour qu'on arrive à cette convergence sur cette idée-là, quoi. En particulier, bah voilà, si on a un petit espace entre deux balises span qui doit être mis à jour, pourquoi il faudrait passer par je ne sais combien de cycles de digestion ou mettre à jour plein d'autres choses? C'était un peu évident qu'il fallait mettre que ça à jour et que ce serait plus performant que n'importe quoi d'autre. Voilà, est-ce que tu as un avis ou un ressenti après avoir étudié la question sur pourquoi on a mis autant de temps, pourquoi des devs ont freiné et pourquoi c'est même pas encore tout à fait adopté par tout le monde, voilà. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue, j'avais pas forcément réfléchi à ça de base. Je pense que React est arrivé à changer cette idée-là justement de on va le faire pour vous. On va gérer cette réactivité-là pour vous. Et je pense qu'au début, ça simplifiait tellement le dev qu'ils se sont pas trop souciés des performances. React s'est mis à dominer le marché, on va faire comme React. Et je pense que petit à petit, on s'est dit non mais attendez les gars, c'était peut-être pourquoi avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Je saurais pas trop quoi te répondre, mais après ce qui est intéressant, c'est le processus, le cheminement pour arriver jusque-là. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, mais en 1 heure, c'est compliqué. C'est compliqué bien sûr. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci d'être là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Franchement. Je reviendrai dans 2-3 ans plus fort. Bon, on est bon. Merci à vous. Bon week-end. Merci.